Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. 1939-1945, le temps d'une guerre. Vaste sujet, mais qui est quand même circonscrit dans le temps et qui, de ce fait, mérite d'être traité tout d'un bloc. Aussi, contrairement à nos habitudes, nous allons demander à Mme Brenda-Lie Leblanc de nous présenter immédiatement sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, la recherche historique. Après avoir effectué l'inventaire et les entrevues des membres de votre famille, il vous manque peut-être le contexte historique dans lequel ces gens-là vivaient. Alors, afin de combler ces quelques lacunes, nous vous suggérons de faire une recherche. Premièrement, votre recherche peut être de la recherche généalogique. Alors, on vous suggère de vous rendre à la Société de généalogie de Drummondville, où on peut vous aider. On vous suggérera probablement de chercher dans les registres d'état civil. Ces documents retracent les moments marquants de la vie de vos ancêtres, c'est-à-dire les baptêmes, mariages et les sépultures. Vous pouvez aussi regarder dans les actes notariés. Alors, les actes notariés, ce sont des contrats de mariage, des actes de vente et d'achat, ainsi que les testaments. Ces documents nous montrent les conditions matérielles de la vie des ascendants. Il y a aussi les recensements. Avec un recensement, ça décrit toute la famille. Alors, l'occupation du chef de famille, ça précise les noms, les lieux de naissance, la religion, le sexe et l'âge de toutes les personnes dans la famille. Maintenant que vous avez fait votre recherche généalogique, vous pouvez maintenant faire la recherche historique. Alors, la recherche sur la société dans laquelle vos ancêtres vivaient. On vous suggère de vous rendre à la Société d'histoire de Drummondville. Là, il y a des monographies paroissiales, des histoires régionales qui vont pouvoir vous aider. Alors, pour vos recherches, Société d'histoire, bibliothèque, Société de généalogie, centre d'archives, tous ces endroits sont des sources d'informations privilégiées pour faire votre histoire familiale. À la prochaine chronique, nous verrons les conditions de conservation de nos objets de patrimoine. La Seconde Guerre mondiale, on a parfois tendance à l'oublier, a eu ses répercussions à Drummondville. Le temps d'une guerre, en effet, des Drummondvillois, des Drummondvilloises ont vraiment connu ce que c'était que de se faire priver de libertés individuelles. Le temps d'une guerre, des hommes et des femmes d'ici ont dû se plier au diktat de la conscription, même si on le verra, certains réussiront à s'y soustraire. Le temps d'une guerre, tout chacun a dû composer avec le contraignant système de rationnement. Le temps d'une guerre, des hommes et des femmes ont vu leurs fils partir sur le front et devoir être remplacés à l'usine par leurs filles, qui devront trimer dur pour assurer la production de guerre. Le temps d'une guerre, des jeunes de Drummondville, dans la force de l'âge pour la plupart, sont allés mourir sur le front pour assurer la liberté, pour assurer notre liberté. Oui, nombreux sont en effet les Drummondvillois et les Drummondvilloises qui, durant la Seconde Guerre mondiale, chacun à leur façon, ont été des héros et des héroïnes. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne parle à peu près jamais d'eux, trop fixés que nous sommes sur les grandes productions hollywoodiennes à la Spielberg, on a malheureusement tendance à les oublier. L'émission d'aujourd'hui se propose justement de les rappeler à notre mémoire. Et le meilleur endroit pour exercer notre mémoire nous a paru être le manège militaire de Drummondville, où nous avons rencontré l'historien Jean Thibault, à qui nous avons demandé
comment les débuts de la guerre avaient été ressentis à Drummondville. Dans le moment, ça n'a pas changé grand-chose dans la vie quotidienne parce que les restrictions vont commencer surtout vers 1942. Alors pour le moment, les seuls qui allaient au service militaire, c'était des volontaires. Et puis, on a pris des mesures quand même immédiates au plan sécuritaire, au plan de sécurité, à savoir on a protégé les principaux endroits comme les tours de communication de la Marconi et puis les barrages, et ainsi de suite. Donc, mais pour l'ensemble de la population, ça n'a pas changé grand-chose sur le moment. Là. Le gouvernement avait développé des mesures incitatives et même par la suite des mesures coercitives pour forcer les jeunes à s'enrôler obligatoirement. Cependant, à ce sujet, M. Thibault a quelques précisions à apporter. Mais dans un premier temps, il faut distinguer ici la conscription pour le service militaire au Canada puis la conscription pour le service militaire outre-mer. Alors, dès 1940, il y a eu une mesure qu'on a appelée l'enregistrement national, qui était un pas un peu vers la conscription. Alors, tous les gens de 18 à 60 ans devaient aller s'enregistrer. Ça, c'était pour avoir une idée de la main-d'œuvre disponible en même temps. Alors, l'enregistrement s'est déroulé à Drummondville comme ailleurs. Et les craintes au sujet de la conscription, bien, c'était fondé plus ou moins parce qu'il s'agissait à ce moment-là de la conscription pour le service militaire au Canada. Mais en 1942, s'est posé le problème de la conscription pour le service militaire outre-mer. À ce moment-là, donc, l'opposition des Québécois est devenue plus manifeste parce que on voulait participer à la guerre, oui, mais pas aller se battre malgré soi en Angleterre ou en Europe. Alors, le gouvernement de Mackenzie King, qui avait fait une promesse, pour s'en libérer de cette promesse, a organisé en 1942 un plébiscite qu'on appelait à l'époque, soit un référendum, et où on demandait à la population de libérer le gouvernement de sa promesse des années d'avant-guerre. Alors, comme prévu, le Québec a voté non à 71 Drummondville, je crois, à 92 de non. Mais dans l'ensemble du Canada, vu que les anglophones approuvaient cette mesure, donc le oui l'a emporté, je crois, par les 2 tiers environ. Donc, les Canadiens français comme les Canadiens anglais ont dû aller faire le service militaire outre-mer. Sauf qu'il faut quand même préciser qu'il y a très peu de conscrits qui ont été envoyés à la guerre. Il y en a seulement 16 000 conscrits qui ont été envoyés en Europe. Et puis, ils ont été envoyés à la toute fin de la guerre, soit à partir de janvier 1945. Et puis, comparativement à 650 000 qui étaient des volontaires qui sont allés en Europe. Alors, seulement 16 000 conscrits par rapport à 650 000, c'est très peu. Et parmi ces conscrits, il y en a seulement 60 qui sont morts en service actif, comparativement à près de 42 000 qui sont morts, qui étaient des volontaires. Donc, on a peut-être exagéré un peu l'ampleur de ce phénomène, à savoir qu'on aurait servi de chair à canon pour aller à la guerre malgré nous, etc. Donc, les gens ont une vision un petit peu déformée, je crois, de cette question-là. Mais ça s'explique un peu par la position qu'il y avait ici, mettons, à la conscription. Là. Nous avons tous entendu parler, du moins les gens de ma génération, de la course au mariage. Eh bien, cette course au mariage, elle a effectivement eu lieu à Drummondville. Oui, effectivement, comme un peu partout au Québec, il s'est produit un événement ici au mois de juillet 1940 qui était un peu particulier. Le vendredi 12 juillet, le gouvernement a annoncé que les premiers qui feraient le service militaire au Canada seraient les célibataires. Or, les célibataires, c'est des gens qui seraient mariés après le 15 juillet. Alors, vu qu'on était le vendredi puis le 15 c'était dimanche, alors on peut deviner un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une précipitation de certains projets peut-être, puis ce qu'on a appelé la course au mariage. Alors, dans une seule journée à Drummondville, il y a eu 68 mariages dans 4 églises différentes. Par exemple, 23 mariages dans la journée à l'église Saint-Frédéric, et puis 24, je crois, à l'église Saint-Joseph, et ainsi de suite. Donc, ça a été un événement assez particulier. Il y a quelques années, on a retracé un certain nombre de ces couples. Je crois que c'est 28 qu'on avait retracé à Drummondville. Et puis, il ne semblait pas que ça a provoqué plus de divorces que dans la moyenne de la population. Donc, ces gens-là avaient l'air de vivre encore en couple. Donc, c'est peut-être des projets qui ont été seulement précipités. On sait qu'un peu partout au Canada, les usines ont été conscrites. Elles devaient faire de la production de guerre. Voyons donc ce que c'était ici à Drummondville. Le problème qui se posait pour elle, au contraire, c'était le problème de trouver de la main-d'œuvre parce qu'elle produisait à plein régime. Et puis, il y a certaines entreprises qui ont dû agrandir à plusieurs reprises. Je pense à l'entreprise Gosselin. Et puis, à la Célonie, ça tournait à plein régime aussi. À l'époque, il y avait environ 3 000 ouvriers employés qui travaillaient à Célonie, et 24 heures par jour.
Et on fournissait donc l'armée en produits chimiques ou en textile ou comme la Drummondville Cotton produisait de la toile pour faire des pneus, pour faire des harnais de parachute, ou ainsi de suite. Donc, on manquait de main-d'œuvre, d'autant plus qu'il y a des gens de Drummondville qui allaient travailler à l'extérieur, comme par exemple à Sorel. Et puis, on a embauché davantage de femmes, donc, pour compenser le manque de main-d'œuvre. Ce que ça a provoqué sur le plan social par la suite, c'est qu'on a déploré beaucoup de délinquance à Drummondville. D'ailleurs, j'imagine que c'était pareil. On attribuait à l'époque cette délinquance accrue au fait que il y a des jeunes qui quittaient l'école pour aller travailler parce qu'il y avait beaucoup d'emplois. Et puis que les femmes avaient déserté, comme on disait à l'époque, le foyer. Et donc, les enfants étaient plus laissés à eux-mêmes. Un événement qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif, la mémoire collective, c'est toute cette question des coupons de rationnement. Durant la guerre, il y a eu 6 carnets de rationnement. Et celui-ci, c'est le numéro 6. Ces carnets comportaient plusieurs pages avec des timbres ou des coupons de différentes couleurs qu'on associait à certains produits. Par exemple, la série qu'il y a ici, c'est des coupons pour la viande. Chaque coupon donnait droit à 1 livre de viande par semaine, et chaque personne avait droit donc à 2 livres de viande par semaine. Ce qui était quand même assez raisonnable si on compare aux Français, qui étaient réduits à 72 grammes de viande par semaine pendant l'occupation allemande. Donc, dans tous les domaines, il y avait des restrictions. Pour acheter une bicyclette, ça prenait un permis. Des appareils ménagers, comme des poêles frigidaires durant la guerre, c'est introuvable. Des voitures neuves à partir de 42, c'est introuvable. Plus de voitures neuves de fabriquer. Il y avait des restrictions sur les vêtements. Exemple, pas plus que 9 boutons après des robes de femmes, ou pas plus que des fermoirs de pas plus de 9 pouces de long. Les batteries de radio étaient introuvables, la crème glacée était plus rare, et la Coca-Cola, mettons, à cause de la quantité de sucre qu'on utilise dedans ou de la restriction sur les produits laitiers. Le pain tranché a disparu, il y avait seulement du pain sur la sole, des pains hamburgers hot dog ont disparu. Donc, tout ça montrait que la guerre, c'était sérieux, puis que la population devait faire sa part aussi, là. Donc, en même temps, c'est un petit peu pour créer une mentalité de participation de la population, finalement, là. Et à la fin de la guerre, les gens ont dû quand même endurer ces restrictions-là jusqu'en 1947. Parce qu'à la fin de la guerre, l'Europe était au bord de la famine ou presque, donc il fallait quand même continuer à aider l'Europe, là. On sait qu'il existe souvent un choc culturel lorsque quelqu'un entre dans un pays étranger. Mais il semble bien qu'il en existait encore de plus profond lorsque ces personnes rentraient au pays après la guerre. Au retour, ces gens-là, ils devaient donc se réadapter, c'est ça, à la vie civile. Ce qui n'était pas facile pour bien des raisons. Il y en a qui étaient rendus en Angleterre depuis décembre 1939. Ils avaient vécu une vie un peu anormale, si on veut. Et puis, ils avaient vu un autre fonctionnement de société, une autre mentalité. Et puis, ils étaient habitués à l'esprit de corps, au groupe, et puis à être occupés. Quand ils étaient en Angleterre, mettons, ils étaient occupés les soirées par des séances de cinéma, des danses. En tout cas, ils étaient, semble-t-il, assez occupés. Et puis revenir ici, puis reprendre un peu la routine de l'usine. À 5 heures, on vient, on passe la soirée à la maison. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils ne tenaient pas en place, il fallait qu'ils fassent quelque chose, il fallait qu'ils sortent. Et puis ceux qui étaient mariés, ben là, il fallait qu'ils retrouvent leur épouse avec laquelle ils avaient été, dont ils avaient été séparés pendant 3, 4, 5 ans des fois. Ça ne devait pas être facile de retrouver des enfants qu'ils ne reconnaissaient pas au retour de la guerre. Et puis donc, c'est sûr qu'il y avait certains avantages, ces gens-là. Ils pouvaient retrouver leur emploi. Puis le gouvernement fédéral a aussi attribué en priorité des emplois à ces gens-là dans la fonction publique. Donc, ils n'étaient quand même pas démunis. Mais c'est surtout la réadaptation, justement, à la vie civile qui était un peu difficile. Mais il reste que, dans la plupart des cas, ça s'est bien déroulé. Au total, j'ai compté 28 militaires de Drummondville qui sont morts. Il y en aurait à peu près la moitié qui sont sur les 28 qui sont morts soit à l'entraînement, soit de maladie ou d'accident pendant la guerre. Les autres sont morts au combat, les suites de combat. Un des événements qui a le plus marqué la collectivité drummondvilloise,
ça a été l'émeute de février 1945. M. Gérald de Prince, qui a étudié cette émeute, va maintenant nous en parler. Ce qui est arrivé, c'est que, comme partout ailleurs au Canada, ici à Drummondville, les jeunes en âge d'aller à la guerre devaient se rapporter au service militaire et éventuellement aller au combat. Vers 42-43, là que la conscription était rendue obligatoire, il y en a plusieurs qui, volontairement, ne se rendaient pas au combat ou n'acceptaient pas. Et le gouvernement fédéral avait, pour cette occasion, pour rejoindre les conscrits, ceux qui devaient aller au combat, avait créé une police militaire dont le siège social était à Longueuil. Et cette police fédérale, qu'on appelait aussi les prévôts, était venue à plusieurs reprises à Drummondville pour essayer d'attraper certains de ces conscrits. Dans la nuit du 24 au 25 février 1945, il y a un très gros contingent de policiers militaires et d'agents de la GRC qui sont arrivés à Drummondville dans ce qu'on a appelé la plus importante opération menée au Canada pendant la guerre 39-45. Ce fort contingent d'agents de la GRC de Prévost voyageait, était venu depuis Longueuil dans 22 camions militaires et 3 autos, ce qui faisait environ 50 policiers, les Prévost, et 39 policiers de la Gendarmerie royale, pour un total de 89 à peu près. Donc, les policiers ont complètement encerclé le Capitole, toutes les issues, et ils se tenaient les bras en chaîne, comme une chaîne, puis là, ils ont fait arrêter la projection, évidemment, puis on demandait à M. Despelteaux de faire sortir tout le monde. D'abord, on fait sortir les femmes, après ça, des personnes âgées, puis là, après ça, des jeunes, bien là, ils devaient passer un par un, puis prouver qu'il n'y avait pas besoin nécessaire d'être armé. Fait que là, la foule s'attroupait à l'extérieur. Il y a peut-être 150, 200 personnes, peut-être même davantage. Puis là, à un moment donné, quelqu'un a dit, tu les laissé faire longtemps comme ça. Fait que là, ils sont mis à charger les prévôts, c'est-à-dire à foncer dedans. Puis là, il y a eu des coups de matraque. Puis il y en avait qui avaient des pièces de bâton et tout ça. Et là, ils se sont rués contre les prévôts. Il y en avait même qui étaient sortis par les petits hublots, les petites fenêtres du Capitole en haut, puis ils tiraient de la glace, de la neige sur les prévôts pour essayer de les faire lâcher prise. Puis, lorsque la foule commençait à charger de façon vraiment... finalement, les prévôts ont dû lâcher prise. Ils sont mis à reculer, à fuir devant cet envahissement-là, puis devant le nombre, parce qu'ils étaient plus nombreux qu'eux autres. Puis il y avait des jeunes là-dedans qui étaient des fiers à bras, hein, et ils voulaient faire la bagarre un peu. Puis là, les prévôts ont traversé le petit parc qu'il y avait en face du Capitole. Aujourd'hui, c'est la place du Centre, là. Mais il y avait un parc là, à ce moment-là. Après ça, ils ont traversé le parc Saint-Frédéric, puis en diagonale. Puis ils se sont retrouvés en bas de la côte de la rue Herriot. Et là, ils ont formé les rangs, les prévôts, pour empêcher, parce qu'eux autres, ils s'en allaient en direction du siège social de la GRC, c'est-à-dire les bureaux de la GRC à Drummondville étaient en haut de l'Union-Vie aujourd'hui. Et c'est là qu'ils retraitaient. Ils s'en allaient, mais ils avaient arrêté au pied de la rue Herriot. Puis, il y a eu des assauts, des contre-assauts. Là. On était rendu à 11h30 du soir. Là. Tout à coup, il y a quelqu'un parmi les émeutiers qui a vu 3 hommes qui étaient debout à côté du manoir de Drummond, puis qui prenaient des notes dans des calepins. Puis des hommes inconnus, évidemment. Fait qu'on leur a demandé de s'identifier. Fait que, il y en a un, il dit, pas de problème. Mon nom, c'est Earl Banner, et je suis journaliste du Globe and Mail de Toronto et du Boston Globe. Fait que l'autre, c'était Lawrence Conroy. Il était journaliste, lui, pour le journal de Gazette de Montréal. Puis il y en avait un troisième, c'était Richard Daigneault, mais aussi pour la Gazette de Montréal. Journaliste anglophone aussi. Alors, là, les émeutiers ont dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Des journalistes anglophones qui sont ici, puis là, mais ils sont mal les frapper. Et M. Banner, en particulier, a eu une fracture au nez,
des coups de pied dans les côtes. Il y a un voisin, d'ailleurs, qui a réussi à le faire fuir en douce, parce que là, les émeutiers là, étaient déchaînés contre lui. Un journaliste de Boston ou de Toronto qui était sur place pour voir qu'est-ce qui se passait. Là, ça, il ne digérait pas. Les deux autres ont été moins malmenés et la foule criait des espions, Stools. Puis finalement, mais, ils ont fait un autre assaut en bas de la côte de la rue Hériot. Puis là, mais là, les agents fédéraux se sont rendus jusqu'à l'Union-Vie. Là, ça a continué. Les jeunes prenaient des pierres, des pièces de bois, puis lançaient ça contre l'édifice parce qu'ils étaient rendus à l'intérieur. Ça a duré ça jusque vers 1h, 1h30, 2h du matin. Puis là, à un moment donné, les policiers municipaux, là, ils ont fait le tour là, des émeutiers, puis ils leur ont dit, bien, écoutez, rentrez donc chez vous. Finalement, vers 2h du matin, là, pas mal tout le monde s'est en allé, puis les prévôts, bien, ils ont pris leur véhicule. Dans tout ça, il y en avait réussi à arrêter 5 ou 6 jeunes de Drummondville qui, finalement, tous ont été libérés éventuellement parce que tous avaient des bonnes raisons de ne pas... n'étaient pas conscrits. Mais cette affaire-là a eu un retentissement énorme au niveau non seulement du Québec, mais du reste du Canada. Ça a été... On voit par les rapports de presse, des journaux, la Tribune demandait à un éditorial qu'une enquête publique soit faite. Qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient été blessées. Il n'y a personne qui a été décédé, heureusement d'ailleurs. Puis on parlait de 100, 200, 300 blessés. Les résolutions du Conseil de ville de Drummondville qui disaient que ça n'avait pas d'allure. On voulait faire croire au reste de la population du Canada qu'il n'y avait rien que des déserteurs à Drummondville. Le bouquet, c'était dans la presse anglophone. Ça, j'ai pu avoir des extraits de Gazette, de Star, de Montréal aussi, du Globe and Mail et même du Vancouver Sun, où on relate en détail tout ce qui s'est passé. C'était signé, effectivement, des noms que je vous ai mentionnés tantôt, messieurs Banner, Conroy et Daigneault. Alors, ça a eu un retentissement, mais finalement, il n'y a jamais eu d'enquête publique. Deuxièmement, il y a quelques mois plus tard, le gouvernement fédéral, le ministère de la Défense, a envoyé quelqu'un à Drummondville pour s'excuser auprès de la population. Bien des gens ignorent sans doute que Drummondville a vu son nom porté fièrement par un bateau au cours de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Jean-Sébastien Trudel va nous renseigner là-dessus. La cloche que vous voyez derrière moi est le dernier vestige du HMCS Drummondville. C'est une corvette canadienne qui a servi durant la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans le fleuve Saint-Laurent, comme navire d'escorte et dragueur de mines également. L'histoire du Drummondville commence en 1941. Ça fait déjà 2 ans que le Canada est en guerre. Et puis, le Canada, dans un immense programme, décide de lancer par plusieurs dizaines une flotte de corvettes. Et le nom de ces navires-là a été choisi en raison par rapport aux villes qui aidaient le Canada dans son effort de guerre. C'est une marque de reconnaissance. Le Drummondville a été un de ces navires-là. C'est une flotte de petits navires polyvalents et puis qui se déplacent très rapidement. C'est ce qu'on avait besoin dans le fleuve Saint-Laurent. Le Drummondville a été lancé le 21 mai 1941 à Montréal et il a été commissionné le 30 novembre 1941 à Sorel. Il a participé à 6 croisières de patrouille et à 22 convois de Québec à Sydney en Nouvelle-Écosse. Il a porté le numéro pendant la majorité du temps de la guerre, là, J253. Il a escorté différents navires marchands et puis il a eu une brillante carrière, quoiqu'elle a été très, très courte. 2 événements principaux qui marquent la carrière courte du Drummondville. La première se passe le 6 juillet 1942. Le navire est en train d'escorter un important convoi. Rendu à la hauteur de Cap-Chat sur le Saint-Laurent, en pleine nuit, l'équipage du Drummondville est réveillé par une série d'explosions quand même importantes. Le commandant, qui est le lieutenant James Philip Fraser,
et son équipage se réveillent en sursaut et puis se rendent compte à leur grand étonnement qu'il y a 3 navires d'escorte qui ont pris feu, qui ont explosé. Alors on se doute rapidement qu'il y a un sous-marin allemand dans le coin. Effectivement, il y a un sous-marin allemand, c'est le U-132 qui s'est attaqué au convoi. Et puis le Drummondville, tout de suite, a mis l'équipage en état d'alerte et est parti à la chasse du sous-marin. Ils ne l'ont pas trouvé parce que le sous-marin futé, il s'est caché dans le fond de l'océan pour se camoufler avec le fond, pour les sonars. Mais le Drummondville n'a pas lâché prise. Pendant 2 heures, il a lancé des grenades sous-marines en espérant d'atteindre le sous-marin. Ils n'ont pas eu de nouvelles du sous-marin, mais par la suite, on a su que le U-132 a été gravement touché. Il a dû traverser l'Atlantique d'urgence pour rejoindre son port d'attache à La Rochelle, en France, pour des réparations majeures. Là. Le deuxième événement, ça s'est passé en 1942. C'est un destroyer américain qui s'est échoué sur les côtes de Terre-Neuve. Appel de détresse, le Drummondville est pas loin et part tout de suite à la rescousse du destroyer. Étant donné que c'est une petite corvette, son tirant d'eau n'est pas très important, alors il a pu s'approcher quand même assez près du destroyer et puis il a pu sauver une 60aine de membres d'équipage du navire. Cet équipage-là a été par la suite transféré immédiatement à Halifax pour des soins, des premiers soins. Après la guerre, la Marine royale canadienne se départit de la plupart de ses petits navires d'escorte. Le Drummondville est décommissionné le 29 octobre 1945. Par la suite, il est vendu à une compagnie privée en 1958, où il va agir comme navire marchand. Et il va changer de nom également. Il va s'appeler le SS Fort Albany. Et puis, si vous interrogez les bons vieux marins de la marine, vont dire qu'un navire qui change de nom, c'est présage de malheur. Pour le Drummondville, ça s'est appliqué parce qu'il est entré en collision quelques années plus tard à Sorel et il a coulé en quelques minutes. Quelques jours plus tard, on l'a renfloué et puis il a été démantelé. Qu'on se le dise, Drummondville n'a pas à rougir de la participation de ses citoyens à la Seconde Guerre mondiale. Et n'oublions surtout pas que parmi ces derniers, il s'en est trouvé qui ont connu leur jour le plus long. Il y a eu des Private Ryan oubliés dans les tranchées. À tous ceux-là, cette émission se voulait en quelque sorte un hommage rendu. À notre prochaine rencontre, nous nous transposons dans un tout autre registre, c'est-à-dire que nous allons assister à l'évolution industrielle de Drummondville durant la seconde partie du 20e siècle. C'est un rendez-vous.